Avant toute chose, c'est parti pour un petit run. En endurance fondamentale, down. A few moments later. Dis-moi Pascal, est-ce que toi tu as un diplôme pour me coiffer les cheveux? Alors nous, tu vois, Sylvain, en coiffure, il te faut un CAP. CAP, oui. Ça fait l'aptitude professionnelle, Ouais. qui se fait en 2 ans. Donc ça permet d'avoir le diplôme pour pouvoir couper les cheveux. Et après, on a un deuxième diplôme, c'est le brevet professionnel, qui te permet de t'installer. Voilà. On va avoir tout ça. Ouais, pour ça. Mais le premier diplôme, c'est le CAP. Hey. Alors, aujourd'hui, on va parler de diplôme et de tout ce qu'il faut faire pour devenir entraîneur. Je vais donc répondre à une question qu'on me pose assez souvent sur les réseaux sociaux. Comment devenir entraîneur en course à pied? Si c'est votre projet, et puis d'un point de vue de coureur, comment savoir si un entraîneur présente toutes les garanties pour vous encadrer avec éthique et sécurité? Alors pour partir sur de bonnes bases, il faut distinguer 2 types d'entraîneurs. Il y a les bons entraîneurs et puis les mauvais entraîneurs. Alors là, on les reconnaît à la ronde. S'il loupe pas, Bon, de toute façon, ça c'est les questions à la con. faut leur expliquer aux gens parce qu'ils savent pas faire la différence après. Mais non, je plaisante. Il faut donc distinguer 2 types d'entraîneurs. L'entraîneur bénévole et l'entraîneur professionnel. Il ne s'agit pas forcément d'une distinction de compétences ou d'expérience, mais bien de diplômes différents et de qualifications différentes. Commençons par l'entraîneur bénévole. L'entraîneur bénévole ne reçoit pas d'argent en échange de sa prestation. Tout d'abord, je tiens à préciser que le fait de ne pas être payé n'autorise pas à être médiocre. Donc même si vous ne vous faites pas payer pour encadrer un groupe, il est souhaitable de suivre des formations diplômantes, qualifiantes, et ce pour plusieurs raisons. Première raison, il n'y a rien de pire qu'un coureur qui donne des conseils sur sa seule expérience. Ce qu'il fait ou ce qu'il a fait par le passé est sans doute très bien pour lui. L'envie de généraliser son cas à la population entière est tentante, mais ce n'est pas ça entraîner. Entraîner, ce n'est pas non plus reproduire des plans d'entraînement, des plans de champion que vous avez trouvés dans vos cartons, sous couvert des résultats obtenus par le passé. Mais entraîner, c'est prendre en compte la diversité des individus, avec chacun un passé sportif différent, une génétique différente, un psychisme différent, des qualités physiques différentes. S'il suffisait d'avoir été un bon coureur pour être un bon entraîneur, ça se saurait, il y a une liste longue comme le bras d'athlètes de haut niveau qui sont des entraîneurs moyens. Et il y a des bons coachs qui n'ont jamais fait de haut niveau, ni même parfois pratiqué la course à pied. Alors je rassure les athlètes élites, il y a aussi des sportifs de haut niveau qui sont devenus des bons entraîneurs. Je ne fais pas non plus de généralité. Mais ceux-là me confirmeront que c'est au prix d'un travail important sur eux-mêmes pour prendre du recul sur leur pratique, sur la façon de transmettre. Est-ce que toi, ça a été difficile de transposer ton haut niveau à toi et ton expérience avec finalement l'entraînement de coureurs régionaux ou départementaux? Mais tu arrives déjà comme ça du haut niveau et essayer d'entraîner on va dire les athlètes qui n'ont pas le haut niveau, tu vas les massacrer, on va dire. Donc entraîner, ça s'apprend et ça passe par 2 moyens principaux. Premier moyen, acquérir des connaissances spécifiques sur l'entraînement, mais aussi approfondir
les connaissances sur l'être humain, sur le cadre dans lequel on exerce notre activité. Acquérir des connaissances spécifiques dans la discipline, sur l'entraînement, mais aussi approfondir les connaissances sur l'être humain en général, sur le cadre dans lequel on exerce l'activité, réglementation sportive, cadre légal, premier secours, l'éthique, la préservation de la santé et tout ça. Et ça, ce sont les formations fédérales qui permettent d'accumuler ces compétences. Le nouveau format des formations de la FFA permet de choisir des modules en fonction de vos besoins d'entraîneur et puis de valider éventuellement un diplôme. Base commune, premier degré, deuxième degré, etc. Mais, deuxième chose, ces diplômes fédéraux ne serviront à rien si vous n'exercez pas sur le terrain. L'acquisition d'expérience sur les autres et grâce aux autres est fondamentale. Et cette expérience, bien sûr, doit être celle qui est acquise dans la discipline que vous voulez coacher, hein, pas le curling pour pouvoir entraîner des coureurs à pied, on est bien d'accord. Celui qui entraîne depuis 5 ans dans un sport de combat n'est pas armé pour entraîner des coureurs à pied, quelles que soient ses connaissances théoriques sur l'anatomie, la physiologie, etc. Pour ça, il y a une seule solution, direction le stade. Ah, t'as vu ça? Eh, j'ai commencé tôt en plus, hein. Si je veux assurer ma maison, je ne vais pas voir mon agence immobilière, même s'ils sont très sympas et s'ils ont des notions dans ce domaine. Vous aussi? Pas moi. Moi, je vais chez mon assureur, parce que mon assureur, il fait ça toute la journée, il a l'expérience, il a les compétences, et il a surtout le droit de le faire. Encadré dans la discipline course à pied, c'est ça qui forge les compétences d'un entraîneur, qu'il soit professionnel ou bénévole. 15 et demi. 20 piles. De 37. De 37,3. Je trouve que la foulée n'est pas la même. Parce que là, tu serais. Non. Hein? Dernière chose, vous former et encadrer permet de gagner en crédibilité et de donner confiance aux coureurs que vous avez en charge. Cela rassure votre public et c'est le troisième intérêt de vous former. De toute façon, si vous êtes câblé comme un entraîneur, vous devez avoir l'envie constante de vous former, de lire, d'aller en stage, d'aller en colloque, d'échanger avec vos homologues entraîneurs. Alors, dans certains milieux et sur certains groupes Facebook, il est de bon ton de faire du FFA bashing. S'il y a toujours des choses à améliorer et des choses à revoir, ça c'est sûr, la réalité c'est quand même que les formations y sont globalement de grande qualité, bien adaptées pour faire monter un entraîneur bénévole en compétences. Mais à ce stade-là, j'aime bien le jeu de mots, à ce stade-là, il n'est pas question d'être rémunéré pour votre activité, c'est simplement interdit sans être titulaire d'un diplôme du ministère et sans être titulaire de la carte professionnelle, vous donnant la prérogative pour cette discipline en particulier. En France, si vous n'avez pas le diplôme ou la carte professionnelle qui va bien, vous pouvez quand même vous faire indemniser vos kilomètres dans la limite d'un plafond fixé par l'URSSAF. Toi, Quentin, ça va, t'as récupéré? J'ai récupéré, ça va, impeccable. T'as un master? C'est ça. À part un master STAPS, donc universitaire. Donc tu as forcément, comme les licences STAPS, une carte pro d'éducateur sportif. Tout à fait. Donc tu peux entraîner, tu peux faire des plans marathon et entraîner des coureurs à pied. Alors, dans un cadre plutôt de rééducation, de réadaptation et de santé. Mais par contre, pour tout ce qui est à visée performance, là c'est plutôt dédié à un préparateur physique ou un coach qui a des diplômes relatifs à la Fédération Française d'Athlétisme. La carte pro
permet à l'éducateur de faire toutes les activités à titre de découverte et à titre d'initiation pour tous les publics. Par contre, après, dès qu'on veut rentrer dans un champ spécifique à un sport avec une fédération précise, là il faut un diplôme spécifique et la formation complémentaire à une formation universitaire par exemple ou liée au BPGEPS. Donc si j'ai un BPGEPS AGFF, ça s'appelle plus comme ça maintenant, ça s'appelle AF, activité de la forme, je peux pas théoriquement être embauché par un club pour encadrer d'autres activités que le fitness par exemple. C'est ça. Donc pour se faire payer pour entraîner, pour conseiller, pour faire des plans d'entraînement, il vous faut avoir obtenu un diplôme du ministère et être titulaire de la carte professionnelle. L'objectif, c'est pas d'embêter le monde, mais c'est de protéger le sportif. C'est l'assurance de ne pas être encadré par un individu qui aurait un casier judiciaire, un pédophile, un agresseur sexuel, ou quelqu'un qui aurait été suspendu pour dopage. Et ces formations du ministère d'ordre plutôt général s'appuient souvent sur les formations fédérales pour la partie spécifique et qui certifient que le coach donc possède bien le minimum des qualités humaines, le minimum de connaissances dans la discipline, là encore. Je dis ça car il y a des coachs, des youtubeurs qui ont un diplôme, déjà c'est pas mal pour certains, un BPGEPS activité pour tous par exemple, et qui se font payer pour faire des plans marathon. Eh bien non, le BPGEPS est un diplôme qui donne des compétences et des prérogatives pour l'animation auprès des enfants, voire de la découverte auprès des adultes, de l'initiation, en loisir mais pas en compétition. Est-ce que moi, avec mon brevet d'état 2e degré en course de demi-fond, je pourrais me faire embaucher dans une salle de sport pour encadrer du fitness? Non. Même si je peux avoir des compétences en musculation grâce à un DU de préparateur physique et à mon expérience en athlétisme, que j'ai les compétences d'aller rechercher des informations, je n'ai pas le diplôme et les prérogatives nécessaires. Je peux parler de course à pied, je peux vendre mes conseils en course à pied, toutes disciplines confondues, piste, route, trail, etc. Je peux parler de préparation physique et vendre mes conseils en préparation physique grâce à mon DU. Je peux parler de prévention des blessures, de prise en charge des blessures sur le terrain, mais pas vendre des compétences en fitness, en gymnastique, en curling, en produits d'assurance ou en boucherie-charcuterie, même si la boucherie-charcuterie c'est une grande passion pour moi. Alors au final, quel diplôme il faut avoir pour obtenir cette carte pro? Eh bien, je vais vous expliquer tout ça. On va retourner au bureau puisque là, la nuit commence à tomber. Allez, go! Alors, on est reparti. C'est quoi ça? Mon t-shirt on, il est tout propre, il sort de la machine, il y a déjà une tache. Allez, ah. Alors, quel diplôme passer pour demander une carte pro comme celle-ci? Vous permettre d'entraîner en course à pied et d'être crédible. Alors, pour de l'animation simple, emmener des gens, courir ou faire des activités découvertes, c'est un BPGEPS qu'il vous faut, avec évidemment un certificat de spécialisation, le CS, athlétisme et discipline associée. Mais cela exclut toute prérogative autour de la compétition, de l'entraînement, la préparation à la compète. Pour entraîner et préparer des coureurs à la compétition, quel que soit le niveau, orientez-vous plutôt vers un CQP de technicien sportif en athlétisme. C'est un diplôme qui limite votre volume horaire pour être rémunéré, mais c'est une formation qui est plus spécifique et plus adaptée à l'entraînement. Renseignez-vous auprès du service formation de votre ligue d'athlétisme ou directement auprès de la FFA. L'expérience aidant, vous pourrez peut-être vous diriger ensuite vers un DE-GEPS, c'est-à-dire l'ancien brevet d'état 1er degré, avec la mention athlétisme, qui couvre l'ensemble des disciplines de l'athlète, car il nécessite d'avoir un diplôme 2e degré FFA moins de 16 ans, si je ne m'abuse, un diplôme fédéral généraliste sur les courses, les sauts, les lancers. Puis pour le plus haut niveau, pour devenir formateur, directeur sportif, cadre technique au sein de la fédération, le DES-GEPS, l'ancien BE 2e degré, demi-fond en ce qui nous concerne. Il est également possible d'obtenir une carte pro par équivalence avec le DUG ou la licence STAPS, voire le master, si on est prof de PS, des diplômes militaires, mais bien souvent cela ne donne qu'une carte pro d'animateur et donc excluant toute activité de compétition. Alors on peut commencer par mettre les mains dans le cambouis et d'exercer comme bénévole, et commencer par passer des diplômes fédéraux, les premiers niveaux qui vous serviront ensuite à valider des diplômes professionnels. Commencez par le module d'entrée en formation, puis le base athlétique, 1er degré, etc.
Puis engagez-vous dans la professionnalisation si au bout d'un an ou deux, vous avez toujours envie d'en faire votre métier ou de faire un complément de revenu. Mon conseil, n'attendez pas d'avoir un premier diplôme de bénévole avant d'aller sur le terrain et d'exercer, car vous pouvez, avant, vous essayer en tant qu'entraîneur assistant. Inscrivez-vous à un premier module via un club, trouvez un tuteur qui acceptera de vous transmettre ses compétences et ainsi vous serez couvert en termes d'assurance. Coach Tariq, ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, la séance est bien passée. Bien, on s'est bien amusé. Je vais dire une bêtise, 6 fois champion de France? 7 fois champion de France. Voilà, j'ai dit une bêtise. Voilà. Donc tu fais partie des athlètes élites qui entraînent maintenant? Oui, exactement. Est-ce que tu es rémunéré pour ça? Pour ton activité? Non, pas du tout, parce que de toute façon, même si tu veux être rémunéré, il faut avoir un diplôme, soit un BPJEPS, au minimum un CQP. Un CQP. Voilà. Tout ce que j'ai, c'est entraîneur hors stade premier degré, entraîneur hors stade deuxième degré. Bien sûr, tu commences par l'ABC et tout ça, ça ne te permet pas d'avoir un salaire au niveau d'un club. Mais par contre, ça donne bien des compétences, des connaissances. Exactement. Mais c'est d'accord avec ça? Oui, c'est à ça. Grâce à ça, tu peux valider plusieurs modules encore pour avoir ton CQP. Voilà, ce vlog est maintenant terminé. J'espère que ça vous a éclairé sur le sujet. N'hésitez pas à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui découvrent la chaîne, eh bien, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bon run, prenez soin de vous. Salut les coureurs, ciao ciao.